Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, en attendant la prochaine vidéo, je voulais vous parler d'un truc assez récurrent dans le milieu musical, qui arrive assez rarement finalement, les accidents sur scène. Ouais, un sujet très joyeux pour débuter ces belles vacances d'été. Mais pas d'inquiétude, il n'y aura pas d'histoire ou d'images choquantes dans cette vidéo. Le but, c'est clairement pas de vous dégoûter des concerts qui est pour moi une des meilleures expériences à vivre dans une vie. Le fait est que ça arrive, oui, mais très sincèrement, dites-vous que vous avez plus de chances de gagner une très grosse somme au loto que d'assister à un concert mortel dans votre vie. Et c'est sur ce disclaimer très amusant que nous allons commencer. Dans les accidents dits classiques, on a par exemple celui de Metallica à Montréal en 92, quand le guitariste-chanteur James Hetfield a été brûlé par des effets pyrotechniques pendant un concert. Il a été obligé de s'arrêter de jouer, forcément, et le concert s'est tout simplement arrêté. Bon, ce genre de cas, on va pas s'éterniser là-dessus, il n'y a pas 36 000 choses à en dire, pour tout le respect que j'ai envers Metallica et James Hetfield. Par exemple, si on prend le cas de Milli Vanilli, que vous connaissez sûrement si vous avez vu la dernière vidéo en date de Seb Lafrite. Pour résumer en 5 secondes le cas Milli Vanilli, ces deux gars, c'était des stars de la musique dans la fin des années 80, mais c'était pas eux qui chantaient sur leur musique. Et forcément, si c'est pas eux qui chantent sur leur disque, et ben en concert non plus, et donc ils ont dû avoir recours à cette magnifique invention musicale qu'est le playback. Et justement, pendant un de ces concerts, la bande d'enregistrement qui assure le playback plante. Et là où cet accident est déjà plus intéressant à raconter, c'est que cet accident a signé le début de la fin du groupe Milli Vanilli. Parce que c'est à ce moment précis que certains et certaines ont commencé à douter de l'authenticité du duo. On dirait le Pokémon avec deux têtes là, Doduo. Waouh. Et pour faire très simple, les mecs sont passés de stars mondiales à des escrocs. Je sais pas comment mieux le dire. Bref, je vous mets ici la vidéo de Seb Lafrite, très intéressante, je vous conseille vivement d'aller la regarder, qui racontera bien mieux que moi l'histoire de ce duo. Et en attendant... parlons des Foo Fighters et plus précisément de Dave Grohl. C'était en 2015 à Gothenburg en Suède, le concert venait tout juste de démarrer et après avoir joué Everlong, le groupe commence à jouer son deuxième titre, Monkey Ranch. Et entre deux refrains, Dave Grohl s'amuse à courir de droite à gauche sur scène, mais là, petite glissade du chanteur. Et il n'en faudra pas plus, Dave Grohl tombe de la scène. Résultat des courses, une jambe cassée. Franchement, ça aurait pu être pire. Et là où cet accident est vraiment super intéressant et ce pourquoi j'admire ce gars, c'est que sa première peur sur le coup, c'était pas l'état de sa jambe, c'était pas de pas connaître la gravité de l'accident. Sa première peur, c'était de pas pouvoir finir le concert. Du coup, à peine une minute après sa chute, voilà ce qu'il annonce au public. Ladies and gentlemen, let me tell you, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna fix my leg, but then I'm gonna come back, and we're gonna play for you again. I'm so sorry. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Une petite heure plus tard seulement, Dave Grohl revient sur scène. One of these days, you'll break your leg. Malgré cet accident, le concert est assuré. Ce qui est le plus dingue dans cette histoire, c'est que, avant même de connaître la gravité de cet accident, il est osé affirmer que le concert allait reprendre. Malheureusement, la chute ayant été trop brutale, Dave Grohl est contraint de prendre du repos, et le groupe devra annuler à contre-cœur le reste de sa tournée. Maintenant les amis, laissez-moi vous parler de vomi. Le prochain cas concerne Lady Gaga et va être assez rapide. Vous savez, le mieux c'est de vous le montrer en vidéo. Tenez-vous prêts. Je vous ai dit que ça allait être rapide. Ça se passe en 2012 à Barcelone et ce cas est vraiment super intéressant. Je trouve le vomi vachement intéressant, oui. Disons que des artistes qui posent une galette sur scène comme ça c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Quelques temps plus tôt, t'avais Justin Bieber à qui c'était arrivé, et du coup il se retire quelques minutes de scène en attendant que ça aille mieux. Mais là où Lady Gaga c'est une guerrière mon gars, c'est qu'il lui en faut
beaucoup plus pour l'arrêter. Elle s'arrête littéralement une demi-seconde et elle reprend sa danse juste après comme si de rien n'était. Et je trouve ce niveau de professionnalisme incroyablement remarquable. Il y a quand même un truc qui m'a fait halluciner quand j'ai commencé à faire mes recherches pour écrire cette vidéo. Déjà le fait de taper Lady Gaga vomi dans la barre de recherche sur YouTube, je te cache pas que je me suis posé quelques questions sur le sens de ma vie, mais c'est surtout qu'en cherchant les vidéos en question sur YouTube, t'avais pas mal de commentaires qui disaient que oh là là, c'est dégueulasse, elle devrait pas faire ça sur scène, pour qui elle se prend? Ouais, on est sur ce niveau de réflexion, ouais. Je trouve personnellement, au contraire, que c'est une certaine forme de dignité de pas chercher à cacher ça à tout prix. Je trouve que c'est une manière assez subtile de rappeler à certaines ou certains que les gens qui montent sur scène sont aussi des êtres humains. Après tout, presque aussi humains que le prochain artiste dont on va parler. Les transitions sont parties en vacances. L'accident dont je m'apprête à vous parler n'est pas vraiment un accident. Disons que c'est tout le contexte et tout ce qu'on apprendra une fois l'événement passé qui fait qu'on peut considérer ça comme un accident. Nous sommes encore en 2012 et la scène débute le 21 septembre de cette même année. Gardez cette date dans un coin de votre tête, elle aura une petite importance. Fin 2012, les membres de Green Day se sont lancés le pari de sortir non pas un ni deux, mais 3 albums, Uno, Dos et Tres. Uno, le premier de la série, est prévu pour le 21 septembre. Ce même jour, le groupe jouera à la 2e édition du festival iHeartRadio à Las Vegas. Les têtes d'affiche du festival sont entre autres Rihanna, Usher et Psy, dont la carrière était en train d'exploser cette année grâce à son fameux titre que tout le monde connaît. Et au milieu de tout ça, on a des groupes comme Linkin Park, Aerosmith et également Green Day. Les concerts de ce festival sont rediffusés sur une chaîne de télévision américaine et juste avant le passage de Green Day, une courte interview du groupe est diffusée. On voit donc les 3 membres du groupe, ils ont l'air heureux de participer à ce festival, mais le ton va subitement changer dès les premières minutes du groupe sur scène. Le set démarre avec le titre phare du groupe, American Idiot, et le public n'a pas l'air spécialement réactif. Et en plein milieu de ce premier morceau, Billie Joe va littéralement tout tenter pour essayer de réveiller la foule. Alors il va courir partout, il va crier, il va essayer de faire participer le public un maximum, il va jouer de la guitare dans la fosse. Mais ça ne prend pas. Le public reste relativement calme. Certains se bouchent même les oreilles. Et Billie Joe, il a pas l'habitude de voir ça à ses concerts. D'habitude, les gens sont déchaînés. Et là, il va carrément tout simplement couper la musique et commencer à parler au public directement. Il va commencer à jurer. Beaucoup jurer. Il va commencer à dire que le public est fainéant, qu'il ne fait rien. Il va même attaquer les autres artistes du festival. Rihanna, pour ne pas citer de nom. Il va dire que les autres artistes qui font de la pop commerciale, c'est de la merde. Et là, ben, forcément, au bout d'un moment, la production du festival commence à se dire c'est pas normal, c'est qui se passe, il faut qu'on les vire. Oui, je sais, j'imite très bien les productions de festivals. Ben oui, parce que les concerts sont retransmis à la télévision. Et jurer toutes les 3 secondes à la télévision américaine, les ricains ils aiment pas trop quoi. Du coup la production du festival leur informe via des prompteurs qu'il ne leur reste que 9 minutes à jouer. Or le groupe était censé jouer 45 minutes et on en est seulement à la 20e minute. Et c'est là que le drame commence. Billie Joe ne se prive même pas d'en informer le public directement et s'insurge devant tout le monde. Mais malgré ça le compteur continue de tourner. 7 minutes, 6 minutes, 5 minutes... 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 1 minute, jusqu'à arriver au point de non-retour. Et le mieux, c'est de vous le montrer en image. 1 minute left. Look at that fucking sign right there. 1 minute. Let me fucking tell you something. I've been around since fucking 1980 fucking 8. And you're gonna give me 1 fucking minute? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. 1 minute left. Oh, now I got nothing left. Let me show you what 1 fucking minute fucking means. Et le groupe se retire après seulement 30 minutes de concert. On apprend le lendemain de l'événement que Billie Joe était ivre sur scène et il a été conduit en centre de désintoxication. Et pour ces mêmes raisons, le groupe est contraint d'annuler le début de toute sa tournée, ce qui aurait potentiellement pu flinguer la carrière du groupe. Mais comme l'a promis Billie Joe juste avant de partir de scène,
Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. 4 ans plus tard, le groupe revient au iHeartRadio en 2016 pour promouvoir leur nouvel album Revolution Radio. Billie Joe Armstrong est sorti de désintox, complètement guéri, il jouera cette fois-ci pendant 1 heure, pas 1 minute de moins. Tout est bien qui finit bien. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas du dernier accident que nous allons évoquer. Il est fort possible que certaines ou certains connaissent déjà le cas que je vais raconter, et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cet accident ne s'est même pas produit lors d'un vrai concert. 1984, le succès du dernier album en date de Michael Jackson, Thriller, est encore d'actualité plus d'1 an après sa sortie. La marque de soda Pepsi propose alors un partenariat avec le chanteur pour promouvoir le nom de sa marque. Lors d'un tournage pour un film publicitaire simulant l'entrée sur scène du roi de la pop, une partie de l'équipement pyrotechnique présent sur le plateau prend feu. Cet équipement étant situé à moins d'1 mètre du roi de la pop, ce qui est déjà assez étrange, ce dernier sera le seul et unique victime de cet accident. Alors qu'il commence à danser sans se rendre compte de quoi que ce soit, ses cheveux prennent tout simplement feu. La plupart des personnes présentes aux alentours interviennent dès les premières secondes, mais malheureusement, le mal est déjà fait. Michael Jackson est bien évidemment emmené de toute urgence à l'hôpital où il sera diagnostiqué de multiples brûlures au 2e et 3e degré sur le cuir chevelu. Du coup, Michael est contraint de prendre très régulièrement une quantité assez importante de médicaments antidouleurs, médicaments dont il devient rapidement dépendant, ce qui prendra une place assez néfaste dans sa vie. En ce qui concerne l'incident lui-même, le fait que les équipements pyrotechniques se trouvaient à quelques centimètres de Michael est totalement contraire aux normes de sécurité de l'époque, qui aurait pu lui donner gain de cause pour obtenir certains dédommagements, d'autant plus que les images de l'incident ont été sauvegardées et ont fait le tour du monde depuis, et contrairement à ce qui semblait être une suite logique, Michael ne poursuivra pas Pepsi en justice, et il donnera littéralement tout l'argent que l'incident aura généré au Broadman Medical Center, l'hôpital dans lequel il a été soigné. Fin de l'histoire. Dans l'histoire de la carrière de Michael Jackson, ce jour est clairement un tournant important de sa carrière. Déjà car c'est depuis ce jour qu'il a commencé à développer une certaine dépendance à la médecine, qui aura eu, selon certains, raison de lui 25 ans après, mais aussi car c'est à partir de ce moment-là que Michael Jackson connaîtra de plus en plus ce qui s'apparente à du harcèlement médiatique. Des centaines de rumeurs voient le jour à son propos sur tout et n'importe quoi, jusqu'à celle qui le poursuit encore aujourd'hui, sa prétendue pédophilie. Ce qui résultera en série de procès dès le début des années 90, et dont le dernier procès se passera seulement en 2005. Il y perdra beaucoup d'argent, de temps et potentiellement petit à petit sa passion pour la musique. Personne à ce jour n'est capable d'affirmer totalement si, sans cet incident, la carrière du roi de la pop aurait été complètement différente. Voilà, j'espère sincèrement que ces quelques récits auront éveillé votre curiosité. Si ça vous a plu, le like, le partage, tu connais. D'autant plus que ça me soutient bien plus que jamais maintenant, Décibel étant officiellement terminé, j'ai besoin d'un maximum de soutien pour lancer le renouveau de la chaîne. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. On va parler d'un chanteur que pas mal ici apprécie, et moi le premier. Et en attendant, je vous dis salut. N'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours, c'était bien ça aussi, hein.